Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Mon invitée aujourd'hui est spécialiste en santé publique en Estrie. Elle a décidé il y a quelques mois de se lancer en politique provinciale pour Québec solidaire dans le comté de Saint-François. Je reçois aujourd'hui Dr Mélissa Généreux qui m'explique son cheminement des derniers mois, les raisons de son saut en politique, de son choix de parti, et elle me livre également ses réflexions sur ses premières semaines de campagne. Bonne écoute! Docteur Généreux, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Donc, un balado qui parle de santé, mais sous plusieurs facettes. L'une d'elles, cette semaine, c'est la politique, puisque nous sommes en pleine campagne électorale provinciale et ce n'est pas rare que des médecins se portent candidats en politique, mais ça m'a toujours fasciné. Puis, donc, c'est l'objet de notre rencontre. Donc, mais avant de parler de politique, là, puisque vous êtes une spécialiste de santé publique et que vous avez été également présente dans les médias là, durant la pandémie, après 2 ans et demi là, de pandémie, quelles sont vos impressions là, sur la situation actuelle ou qu'est-ce qui vous a marqué là, dans tout ce qu'on a pu vivre collectivement? En fait, ce qui m'a marqué, ça a un lien direct avec mon entrée en politique. Donc, OK. entrée en la matière, c'est que moi, je suis une ancienne directrice de santé publique. Il faut savoir, de 2013 à 2019. Donc, il faut comprendre, au début de l'automne, je pars comme, je finis mon mandat de directrice parce que je voulais revenir un peu plus sur le plancher comme médecin. Puis, quelques mois après, s'entame la pandémie. Donc, j'avais déjà une bonne vision là, de comment ça peut fonctionner dans notre réseau de la santé. Et disons que j'ai commencé à être un petit peu critique parce que je voyais comment les choses évoluaient, comment les prises de décision se prenaient vraiment à huis clos avec un petit nombre de gens. Au début, évidemment, en grande mesure d'urgence, vague 1, je trouvais que les choses, c'était quand même relativement explicable là, qu'on prenne des décisions rapidement sans consulter toutes les régions puis les différents experts sur le terrain. Mais plus les vagues avançaient, plus je me disais que c'est pas normal qu'on n'ait pas évolué comme modèle de gouvernance. C'est pas normal qu'on puisse pas donner la parole à des gens du milieu de la santé, du milieu communautaire, des experts dans les universités pour dire, qu'est-ce que vous nous suggérez puis comment prendre les meilleures décisions qui vont à la fois nous aider à bien lutter contre le virus, mais aussi minimiser les différents dommages collatéraux, notamment là, les impacts sur la santé psychologique. Je trouvais que ce dialogue-là a jamais vraiment été établi. Puis ça, après 2 ans et demi, là, je trouvais ça très, très difficile à tolérer. OK. Mais en même temps, au début, on s'entend qu'il fallait que ce soit centralisé. Donc, vous, votre argument, c'est que ça n'a pas été assez rapidement décentralisé ou... Exactement. En fait, même que, ironiquement, là, après coup, j'ai compris que au début de la pandémie, il y avait encore une certaine démocratie dans le sens que ce qu'on m'explique, c'est que les partis d'opposition continuaient à être consultés avant qu'on annonce des OK. choix de mesures. Donc ça a l'air que c'était comme ça au début. Puis assez rapidement, s'est établi un mécanisme tout autre là où même les partis d'opposition qui sont quand même censés être là, agir un peu comme chien de garde pour protéger les intérêts de la population. Même eux
finissait par apprendre les mesures en même temps que tout le monde, tu sais, ou lors des conférences de presse ou peut-être un petit peu avant, mais ils n'étaient pas vraiment consultés pour pouvoir influencer le contenu de ce qui allait être annoncé. Donc, c'était vraiment, en politique, on peut appeler ça un mode autoritarisme là, qui a été mis en place, un peu toujours avec l'excuse de l'urgence sanitaire. Mais comme je vous dis, je pense pas qu'à la vague 4, 5, 6, il y avait encore lieu d'agir comme ça. On aurait eu le temps de s'ajuster et ça, je vous dirais que dans mes valeurs, c'est venu me chercher profondément parce que comme médecin de santé publique et experte dans le domaine des impacts psychosociaux de crise, je commençais à voir qu'il manquait de cohérence là, dans certaines mesures et je commençais à me dire, est-ce que c'est vraiment une décision axée sur la santé publique ou c'est une décision qui est davantage politique? Tu sais, je trouvais que c'était commencé de plus en plus difficile à faire à établir la ligne entre ce qui est une décision politique et de santé publique. Et il me semble que comme médecin, pour moi, c'est important et je pense que c'est aussi le cas pour le reste de la population. Ça m'amène à vous demander un peu votre opinion sur comment dire ce qu'a pu vivre le docteur Arruda aussi, qui était un peu pris entre l'arbre et l'écorce, là. Donc lui, parce que ce qu'on entend, c'est que parfois certaines annonces étaient faites qui allaient à l'encontre de ses recommandations. Donc ça rejoint peut-être un peu ce que vous dites ou. Ben en fait, je pense que c'est venu nous montrer la fragilité du système actuellement de santé publique parce que le directeur national de santé publique, qui devrait, au sens de la loi sur la santé publique, être un peu le protecteur ultime là, de la santé de nos populations, s'avère être aussi un sous-ministre adjoint qui relève du sous-ministre, qui relève du ministre de la Santé. Donc, il y a quelque chose d'un peu consanguin là-dedans, je vous Oui, dirais. tout à fait. L'appareil des sous-ministres, c'est bien normal qu'on suit un peu la ligne de parti. Puis, tu sais, est-ce que j'ai jamais vu des sous-ministres aller à l'encontre des propos de leur ministre? Là, c'est relativement logique que ce soit le cas. Mais d'un autre côté, on a besoin d'avoir cette indépendance-là. Donc, c'est exactement ça. Quand je voyais Horacio un peu pris entre l'arbre et l'écorce, puis je dirais, même lui, on se dit, il est nommé par je suis plus sûre que c'est le directeur national est nommé par le ministre ou même le premier ministre, mais bref, il est nommé par des hauts élus, mais il est aussi dénommé par ces mêmes personnes-là. Donc, tu sais, comment réussir à satisfaire nos employeurs finalement, mais aussi satisfaire notre clientèle qui est la population. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de malsain là-dedans, puis on va se le dire, quand ça allait bien, c'était grâce à notre premier ministre, et quand ça allait mal, ben c'était de la faute de la santé publique, là, si je peux résumer les propos. À certains égards. Il y avait une phrase qui avait été reprise par John F. Kennedy quand il était président des États-Unis, puis il disait que la victoire a 100 pères, mais la défaite est orpheline. Donc, c'est plus élégant, mais c'est à peu près ce que je dis aussi. disons en quelques secondes, peut-être votre prédiction pour la suite de la pandémie, là. Est-ce que ça va être derrière nous bientôt ou ça va simplement rester... C'est quand même assez particulier parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'avec le contexte électoral et préélectoral, tout d'un coup, la pandémie, on en entend moins parler, on chiffre moins le nombre de cas, et vaguement, ça me donne l'impression qu'elle est plus vraiment là. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je me questionne. Tu sais, ça fait peut-être bien au niveau du moral des gens, mais si ça continue à faire des dommages, est-ce que ça serait pas mauvais qu'on soit un petit peu plus au courant de la situation, même s'il y a un contexte électoral? Pour les suites, je pense que c'est comme toutes les vagues. J'ai trouvé ça excessivement difficile d'être capable d'anticiper les suites, mais c'est sûr que face à un laisser-aller, face à une capacité de mutation du virus, face à un certain désengagement pour la vaccination, il y a quand même plusieurs éléments là, qui m'amènent à me dire qu'il faut qu'on demeure vigilant parce que on a vu que les caractéristiques du virus font en sorte qu'on peut pas le présumer qu'il va disparaître de lui-même, surtout si la population fait pas d'efforts. Est-ce que ça pourrait arriver qu'il disparaisse quand même ou là, l'épidémiologie de ça fait que ça va devenir endémique comme la grippe ou... Je vais pas parler à travers mon chapeau parce que c'est sûr que là, dans les dernières semaines, j'ai complètement décroché. On va tirer la plug, mais j'avais pas le choix. Ben, pour garder une certaine distance, moi aussi, entre ce que je sais de la santé publique et ce que je veux évoquer en tant que candidate. Là, c'est bien délicat on veut garder le secret professionnel, mais si je sais trop d'informations, ça devient difficile de faire la part des choses. Donc là, c'est sûr que j'ai pas trop suivi les tendances des dernières semaines. Puis, le CIUS, là, ou ma direction de santé publique, ne m'envoie plus non plus le matériel de manière à ce que... Oui, je pense que c'était le souhait de tout le monde, là,
que je demeure, que je sois au même niveau d'égalité que les autres candidats. Donc, j'aimerais mieux pas trop me prononcer étant donné que j'ai pris ces distances-là dans OK. l'éducation. Alors, on tombe en politique. Donc, vous dites que c'est la pandémie qui vous a amené un peu à envisager donc de vous lancer en politique. Ce n'est pas quelque chose qui vous avait attiré avant, disons? Ben non, même, mais c'est drôle parce que j'ai des amis de la petite enfance qui m'ont dit en même temps, on n'est aucunement surprise parce que j'ai toujours aimé la politique, je m'y suis toujours intéressée. Tu sais, je me rappelle en 95, le référendum, j'étais adolescente, puis je suivais ça vraiment avec grand intérêt. Bon, mais jamais au point où je me suis dit qu'un jour j'allais me présenter là, comme candidate. Je vous dirais que justement pendant la pandémie, tout ce que je sais, c'est que ça commençait à me ronger un peu par en dedans cette insatisfaction-là, puis cette compréhension-là de plus en plus grande que la problématique était politique. Puis je me disais, ben si la problématique est politique, la solution est forcément politique. Donc pour moi, mon rôle politique avant que je pense à devenir candidate, c'était de prendre des positions publiques parce que je sais que j'ai une bonne écoute avec les médias. J'ai émis des lettres d'opinion. Puis plus le temps avançait là, vers la fin de l'automne, plus j'osais, si on veut, prendre des prises de position, ce qui est pas facile quand on vient du secteur de la santé parce qu'on sait qu'il y a une certaine culture de, entre guillemets, le d'omerta, on n'est pas censé prendre des positions, surtout si ça va à l'encontre de ce que notre ministère dit ou évoque comme solution. Puis c'est là que, à un moment donné, Christine Labrie, qui est députée à Sherbrooke pour Québec solidaire, m'a approchée vers la fin de l'automne pour me dire as-tu déjà pensé être candidate? Puis sur le coup, j'étais mi-figue, mi-raisin. Puis ensuite, elle me dit est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois peut peut-être t'en parler aussi? Mm-hmm. J'ai pu refuser en me disant je veux pas le faire déplacer pour rien, tu sais. Ben oui. Mais j'ai toujours une immense admiration pour ce jeune homme-là. Là. Je le trouvais fameux pendant la crise il y a 10 ans. Puis bref, en revenant de cette soirée-là avec Gabriel, cumulée avec la première rencontre avec Christine, mon conjoint, il l'a su. Quand je suis revenue de la rencontre, ça brillait dans mes yeux. Puis il a dit « Bon, est-ce que t'es en train d'y songer sérieusement? » Puis oui, là, je vous dirais qu'autour de Noël, j'ai commencé à me dire il y a des fortes chances. Puis à la mi-janvier, j'ai dit « OK, go. » Votre décision était prise. Ouais. Puis là, vous me parlez d'emblée, vous, c'était Québec solidaire. Là. Il n'y avait pas d'autres partis qui auraient pu vous attirer? Ou... le Parti québécois, par exemple? Ou... Non. C'est vraiment... Souvent, je dis j'ai pas décidé d'aller en politique, mais plutôt d'aller avec Québec solidaire. Ça, je l'ai toujours dit. Tu sais, quand je lis la plateforme de Québec solidaire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en santé publique qui l'a écrit parce que tout ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est d'agir sur des déterminants sociaux qui viennent ultimement affecter la santé, tu sais, le logement, l'environnement, le soutien communautaire, etc., le transport en commun, l'accès à la mobilité, tout ça, la lutte contre la pauvreté. Donc, tout ça sont des facteurs qu'on évoque de toute façon en santé publique. Puis pour moi, c'était super important d'avoir une cohérence. Tu sais, je voulais pas avoir à changer mon discours ou d'adhérer à une ligne de parti si c'est pas cohérent avec les valeurs qui m'ont toujours habité puis qui ont fait que j'ai décidé d'aller dans le réseau de la santé, plus spécifiquement en santé publique. Je mentionnais tout à l'heure que ce n'est pas rare de voir des médecins se lancer en politique. À l'occasion, les médecins se lancent pour un parti en sachant pertinemment que le parti va gagner les élections, en ayant à toute fin pratique à l'occasion même un poste de ministre qui est promis, là, tu sais. Donc, dans votre cas, à moins d'un miracle, Québec solidaire ne gouvernera pas le Québec là, dans quelques semaines. Donc, vous seriez probablement l'opposition officielle. Donc, pour vous, c'est quand même un gros sacrifice. Là. Donc, vous allez en politique pour gagner vos élections dans Saint-François, mais pour ne pas être au pouvoir à court terme. Ça ne faisait pas partie de votre réflexion ou c'est pas important d'être au pouvoir ou... C'est absolument pas ce que je sais. Moi, au départ, là, je me suis dit, je veux contribuer à la solution politique. Puis le premier élément que j'ai considéré, c'est me dire jusqu'au 3 octobre, si je peux contribuer à ce débat public-là de façon un petit peu plus libérée ou
ouvertement, parce que comme je vous Mhm. dis, en ayant un pied dans le CIUS, pas parce que c'est le CIUS en Estrie, là, c'est comme ça partout au Québec, veux pas, j'ai un certain devoir de réserve, c'était toujours, on marchait sur des œufs, donc tout ce que je chantais, là, que j'avais à dire, puis à apporter là, comme solution, je trouvais que c'était un bon canal, si on veut, là, d'y aller comme candidate, mais même qu'au départ, je me suis même passé la remarque de dire, ben pourquoi pas me présenter dans une circonscription qui est à peu près pas gagnable, tu sais. Puis là, ben, Gabriel a dit, ben là, c'est un peu niaiseux ton affaire. Ouais. Ça a duré à peu près 5 secondes, cet égarement-là mental. Mais non, Gabriel me dit, je veux que tu fasses partie de mon équipe, je veux vraiment qu'on puisse se fier sur ton expertise, puis crois-moi que tu vas jouer un rôle important au sein de notre parti. Mais vous voyez un peu Ouais, la ouais, dynamique. C'est pas du genre, je négocie pour avoir une place. Moi, je me ouais. suis toujours dit, ben, en étant intègre, puis en montrant le meilleur de nous-mêmes, puis en offrant tout ce qu'on a à offrir, la vie a toujours bien fait les choses pour moi, donc je sais pas de jouer du coude ou de négocier des positions ou de me visualiser ministre. Si un jour c'est pour moi, ça sera pour moi, sinon ça sera autre chose. Tu sais, j'ai OK. l'importance de sentir que je fais la bonne chose au bon moment, puis que ça a un impact pour la population, puis ça, là, ça m'emplit de satisfaction amplement. Est-ce que c'était important pour vous de vous présenter dans votre région ou vous Oui, auriez pu oui. être candidate en Abitibi ou c'est impossible? Non, c'est que en Estrie, il y a quand même certaines circonscriptions. Puis, moi, dans le fond, j'habitais à Fleurimont, qui est l'est de Sherbrooke, et c'est là que je travaille autant mes bureaux comme professeur à la faculté de médecine que comme médecin en santé publique. Mais il y a 3 ans, je suis déménagée dans la circonscription d'Orford, ben, en fait, dans Sainte-Catherine-de-Hatley, là, qui est la petite banlieue à côté de Sherbrooke, parce que j'étais censée, en quittant mes fonctions de directrice, aller travailler aussi à Montréal un demi-temps. OK. Ben, je l'ai fait quelques mois, là, puis avec la pandémie, ça m'a ramené un peu plus en Estrie. Mais bref, tout ça pour dire que j'aurais pu, si on veut, être dans Hereford ou dans Saint-François. Puis finalement, on s'est dit que Saint-François, c'est vraiment la communauté que je connais le mieux. C'est là que je travaille. C'est là que mes enfants ont grandi, sont allés à l'école et tout ça. Donc, on a opté pour Saint-François. Mais comme je vous dis, j'ai quand même flirté avec l'idée de dire, bah, maintenant que je suis dans Hereford, c'est une communauté que je connais un peu moins, mais j'aurais peut-être pu envisager aussi cette circonscription-là. OK. Mais c'est Si en toute vous... transparence que je dis que, Non, mais non. non, c'est parfait, mais dites-moi, si vous êtes élu, allez-vous continuer à faire de la médecine ou... Parce que Amir Kadir, à ma connaissance, pratiquait encore quand il Oui, était député là, pour Québec solidaire. Vos plans de carrière, c'est quoi? oui, ce que j'ai discuté, je sais pas si on peut dire négocié, mais les discussions que j'ai eues avec mon chef de département, puis avec la direction des services professionnels au CIUS, c'est que je pourrais garder un maximum une demi-journée semaine en moyenne là, sur une année. Mhm. Question en fait, c'est aussi un maintien de compétences. Tu sais, ce que je voudrais pas, c'est perdre le droit de pratique, mais aussi conserver cet esprit-là scientifique, critique, médical. Tu sais, je pense vraiment que c'est important, comme on me l'a toujours dit. J'ai parlé au Collège des médecins, dire tu vas toujours demeurer médecin, même si tu es politicienne, puis oublie-le jamais, parce que les gens, quand ils s'adressent à toi, tu as une crédibilité un petit peu plus grande de par ton statut de médecin. Donc, tu sais, ça, je trouve ça vraiment important de rester ancré là, les deux pieds sur terre avec, bon, 3,5 heures semaine Mhm. relativement limité. Puis bien sûr, en santé publique, on touche souvent à des dossiers un petit peu plus chauds, mais là, on va faire attention que je sois dans des dossiers qui n'ont aucune saveur politique là, pour pas mélanger les gens. Mais oui, je compte bien garder quelques heures semaine. OK. Puis dites-moi, là, on est à 2 semaines du début de la campagne. Là, si je vous demandais vos impressions là, de ces 2 premières semaines de votre première campagne. Écoute, ça va super bien. C'est sûr OK. que moi, comme je vous dis, je me suis lancée un peu tête première sans trop réfléchir et c'était peut-être la bonne chose à faire. Si j'avais su tout ce que ça représente, toutes les heures investies, et c'est particulier, hein, parce que c'est entièrement bénévole. Là. Je veux dire, je suis partie en congé sans solde le 22 août, donc depuis le 22 août jusqu'en octobre, j'ai zéro salaire. Tout ce que je fais, c'est entièrement bénévole et c'est pas de la petite bière là, c'est du 6 heures le matin jusqu'à 8-9 heures le soir, puis même la nuit je fais des rêves là-dessus, puis je pense à ma prochaine entrevue. Mais c'est vraiment le fun, je me dis quelle expérience enrichissante. Tu sais quand on dit sur ma bucket list là, je vais Oui. pouvoir dire que j'ai connu une campagne, puis c'est quelque chose qui se raconte pas, c'est quelque chose qui se vit, c'est d'être exposé à tellement de réalités, des citoyens, des organismes qui nous disent les vraies affaires, qui nous expliquent, c'est de prendre conscience de toute cette souffrance-là, tous ces besoins-là dans la communauté. Donc, peu importe l'issue du 3 octobre, moi, là, Mhm. comme
comme personne et comme professionnelle, je vais m'en sortir enrichie. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti en 2 semaines ou c'est trop court là pour... Ben, on dit 2 semaines, mais tu sais, on Ça avait s'entend commencé avant, ouais. depuis le début juin que je réduis mes heures pour un demi-temps parce que OK. je pouvais pas commencer à vraiment à faire du terrain à la fin août, ça faisait pas de sens. Il y a tellement de gens à rencontrer. Donc, je commence à avoir fait plusieurs belles rencontres. Je dirais que peut-être, là, ce qui me marque le plus, c'est les gens qui m'interpellent de façon spontanée. Moi, les gens peuvent m'écrire sur Messenger, puis je leur réponds tous et toutes systématiquement, puis pas juste « Ah oui, merci, ça me touche », mais vraiment « Voulez-vous qu'on se rencontre? On va faire un suivi. » Parce que ces gens-là qui ont eu la débrouillardise de nous trouver puis qui ont eu le courage de nous écrire, c'est souvent parce qu'ils en ont gros sur le cœur. Puis je me rends compte à quel point des gens qui vivent avec des situations, je dirais, d'handicap, beaucoup de personnes aussi avec des troubles de spectre de l'autisme ou des parents qui vivent avec des enfants de déficience intellectuelle ou de la déficience physique, c'est genre de ces personnes-là qui vivent une certaine situation de vulnérabilité puis à laquelle la société actuellement répond pas du tout. Là. Ça, là, c'est ce qui vient le plus marquer mon quotidien et me bouleverser de voir à quel point les gens savent plus à quelle porte cogner. Puis là, je pense que les fils se touchent parce qu'ils se disent « Elle pourrait devenir notre députée » et elle est médecin, elle risque de peut-être mieux comprendre. Donc, j'en entends énormément parler des gens atteints de Parkinson. En tout cas, la liste est longue et c'est impressionnant à quel point tous les jours, je reçois des appels ou des messages de ces personnes-là. Vous avez parlé tout à l'heure de la réaction de votre conjoint quand il vous a vu revenir de la rencontre avec Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, tout était positif ou peut-être lui était un petit peu sur la défensive, tu sais, de dire, ben, est-ce que tu réalises dans quoi tu t'embarques? Ça a plusieurs impacts, là, c'est un changement radical, là, de quitter la médecine pour la politique ou... Je me rappelle justement quand je suis revenue, puis là, il a dit « OK, mais dans une circonscription où tu es sûr de perdre? » Je dis « Non, là, c'est pas une option, ça marche pas. » Il dit « OK, ben il dit d'abord, promets-moi de pas devenir ministre. » Je dis « Ben là, c'est ça, il y allait à l'envers là, de l'ambition habituelle des gens. Okay. Non, mais au contraire, c'est quand même beau ce qui se passe, même que ça m'émeut parce que on a grandi, on a évolué ensemble là-dedans. Là, autant que les deux, on était un peu réticents ou craintifs parce qu'on a quand même 5 enfants ensemble. Tu sais, on est un jeune. Ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble. Puis donc, une famille recomposée avec 5 enfants. Donc, tout à fait légitime qu'il ait un petit peu peur de dire je vais me retrouver avec 5 enfants. Il y a quand même un très bon travail temps plein. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir comment aujourd'hui, là, il me suit partout, il écoute toutes les entrevues, il m'aide, des fois, il joue même un peu le rôle d'attaché, tu sais, la fin de semaine lorsqu'on va dans des événements, puis même qu'à la limite, il faut qu'on se garde certains moments pour arrêter d'en parler parce qu'on ne fait que ça, parler de la politique depuis quelques semaines. Mais non, j'y ai 100%. Même nos enfants nous suivent là-dedans. C'est très, très beau. Je suis très fière de ma petite famille puis de savoir qu'elle est derrière moi. Fantastique. Donc, on prend une courte pause et on revient avec Dr Mélissa Généreux qui est candidate pour Québec solidaire dans Saint-François. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix.
Docteur Généreux, j'aimerais vous poser quelques questions sur la plateforme santé de Québec solidaire là, qui est disponible donc sur votre site Internet. Vous mentionnez notamment de reconstruire le système de santé en misant sur la prévention et l'accès aux soins de proximité. Mhm. Donc, simplement la prévention. Puis la prévention, c'est probablement sur toutes les plateformes électorales, mais dans les faits, la perception que j'en ai, c'est que du point de vue politique, purement politique, c'est peu rentable là, parce qu'on n'a pas de rendement à court terme avec la prévention. C'est un projet de société, moi, que je verrais sur une génération, là, le changement des habitudes de vie. Alors, j'ai toujours eu l'impression que les gouvernements sont hésitants à mettre de l'argent dans des secteurs qui ne donnent pas de rendement à court terme. Là. Les cycles électoraux durent 4 ans. Il faut livrer. On va être un nouveau gouvernement en 2022. Le prochain gouvernement va vouloir livrer pour 2024, là, pas pour 2044. Donc, comment vous voyez ça, vous, comme médecin, cette discordance entre l'objectif puis la J'aurais tendance réalité, disons? Ouais, ben Québec solidaire, c'est une chose que je valorise énormément, c'est que on a le courage de se donner des objectifs long terme, qui n'auront pas tous les impacts là, rapides dans les 2, 3 premières années. Oui, on parle de la prévention en santé, mais la même chose s'applique également pour notre plan de lutte au changement climatique avec une vision 2030 et évidemment, ça va aller au-delà de 2030. Et c'est tout à fait vrai ce que vous dites, hein, dans une logique où on veut montrer des résultats rapides sur 4 ans, on risque de toujours escamoter la prévention, les changements climatiques au profit là, d'actions plus tangibles, concrètes à court terme. Mais moi, c'est sûr, je suis un médecin de santé publique, donc toute ma vie, j'ai milité pour la prévention et je suis vraiment contente là, d'avoir un parti qui le fait. C'est pas juste en belles paroles, là, mais c'est de dire, on parlait de la santé publique là, plus tôt en entrevue, donc d'avoir premièrement, une santé publique qui va être plus indépendante, donc de créer un bureau national de la santé publique, on va dire, centrale à Québec qui aurait une distance saine avec le politique. Ça ne veut pas dire de ne pas se parler du tout. Je pense qu'il faut avoir une collaboration, mais une distance, une autonomie dans la prise de parole et de la prise de décision. Puis, à ça aussi, on ajoute un investissement de 250 millions de dollars en santé publique par année, ce qui est énorme comparé à ce qu'on a pu voir dans les engagements précédents ou les budgets là, qui ont été adoptés par la CAQ en 2022. Donc ça, c'est quelque chose que je salue énormément. Puis les gens, je pense qu'ils comprennent, c'est difficile à visualiser ce que ça veut dire la prévention, mais c'est d'avoir plus d'infirmières scolaires dans les écoles pour... hier, j'étais dans une école là, pour un match de football, puis dans la toilette des filles, la porte intérieure, c'est l'infirmière scolaire qui dit... Tu as peut-être une relation sexuelle à risque, tu aimerais ça te faire dépister de façon confidentielle, tu aimerais avoir accès à la contraception d'urgence, tiens, code de scan, le code à barre ici, le code QR, pardon, puis on va prendre un rendez-vous en toute confidentialité. C'est ça aussi, la prévention, tu sais, c'est la prévention des troubles mentaux, c'est du repérage précoce d'enfants avec des retards de langage, puis aussi une approche précoce pour prévenir là, les retards plus grands. Donc, je pourrais en nommer une liste excessive, mais c'est très concret sur le terrain. La seule chose, c'est que vu qu'on prévient l'apparition de troubles, évidemment, c'est plus difficile à chiffrer. Tu sais, tu fais une chirurgie, tu sauves quelqu'un, l'impact est direct, mais quand je préviens l'apparition de quelque chose, je préviens le tabagisme, ben c'est toujours difficile de dire que j'ai prévenu 10 jeunes commencent à fumer cette année. Tu sais, c'est le propre de la prévention, donc il faut y aller un peu plus... basé sur la science, sur le fait que les programmes ont déjà été évalués puis ont déjà démontré une efficacité par rapport à l'absence de programme, mais en tant que tel, on voit pas le fruit de notre intervention puisque l'événement qu'on veut pas qu'il arrive pas. Donc, vous voyez un petit peu... Oui, tout à fait. Ben, vous parlez justement d'actions basées sur la science. Vous, comment pourriez-vous envisager dans le futur d'être en train de discuter avec votre caucus de mesures en santé que vous voudriez axer sur la science, mais que certains de vos collègues voudraient peut-être axer sur des choix purement politiques? Ben, c'est pour ça que je vais avec Québec solidaire, parce que ça arrive pas à Québec solidaire. Tout ce qu'on fait, le plan de lutte au changement climatique a été appuyé, validé par 8 experts indépendants scientifiques au niveau de la santé publique. Là, pour eux, ça a été un défi avec la pandémie parce que l'accès à toute l'information était très difficile, là, comme j'expliquais précédemment. Mais sinon, de toujours se dire, faut qu'on fasse confiance à la science, faut que l'argument scientifique prévale sur l'argument politique. C'est
la façon de fonctionner, je dirais, de Québec solidaire. Puis, je trouve ça triste de dire de Québec solidaire parce que ça devrait être la façon de fonctionner de tout le monde. Ceci étant dit, la science peut dire, par exemple, le nickel à Limoilou, là, je peux donner cet exemple-là. La science dit que de rehausser la norme, ça va être dangereux pour la santé des gens qui vivent autour. Les 18 directeurs de santé publique se sont mobilisés et ont écrit une lettre pour dire « Ne rehaussez pas la norme de nickel au profit de l'industrie polluante, c'est dangereux pour la santé des gens. » Puis malgré ça, le politique dit « Ah ben non, nous, on a une lecture différente. Nous, la science que nous, on consulte nous inquiète pas trop. » Ça marche pas. Tu sais, vous comprenez, c'est la priorité de la santé humaine avant tout. Puis ça veut pas dire d'être excessivement... de prendre des décisions qui sont toujours au détriment de l'économie, mais c'est d'être capable de comprendre que il y a la science au niveau des risques à la santé. Puis ensuite, il y a des notions d'acceptabilité sociale, il y a des enjeux économiques, puis de façon transparente, on va expliquer quels éléments ont été pris en considération pour notre prise de décision, mais il faut le rendre explicite et transparent à la population. Vous parliez d'un bureau indépendant de la santé publique. Ça m'amène à vous poser une sous-question qui serait, est-ce que la santé n'est pas simplement trop politisée globalement au Québec? Les employés, là, les professionnels sur le terrain ne sont pas du tout. Là, je vous dirais, tu sais, en fait, comme citoyen, tout le monde a le droit d'avoir ses idées, ses valeurs, ses convictions, mais je veux dire, et même les CIS et les CIUS, les hauts dirigeants, je sais, j'ai été cadre supérieur là, dans mon CIUS, puis les gens à qui je parlais sont pas, en tant que tels, ces êtres-là subissent la pression de ce qu'on a au niveau du ministère. Donc, tu sais, ça dépend vraiment du parti qui est au pouvoir, je vous dirais. Moi, j'ai vu passer 3 partis différents. On est passé de PQ, pendant que j'étais directrice, à Parti libéral, à la CAQ. Puis, j'ai vraiment vu que quand les libéraux sont arrivés, là, pouf, tout d'un coup, la ligne éditoriale était complètement différente. Les façons de faire étaient beaucoup plus, excusez l'anglicisme, en mode top-down. On a un petit peu stoppé l'innovation locale, régionale. On a dit, tu sais, on veut des approches un petit peu plus mur à mur dans toutes les régions, puis on va vous donner les grandes lignes. Et surtout, vous ne pouvez prendre la parole sans qu'on vous donne l'autorisation. On m'a même déjà dit, comme directrice de santé publique, si tu voulais prendre la parole dans la population, tu avais juste à mettre ta face sur une pancarte comme moi. La personne qui me disait ça, c'était une élue. OK. Oh boy! Ça, c'est politiser la santé un petit peu trop. Quoique j'ai retenu son conseil et j'ai mis ma face sur une pancarte, mais c'est pas à cause de ce conseil-là. Donc, oui. Mais dites-moi, vous dites, je reviens, mettons, à votre chef, là, quand on dit que c'est trop politisé, dans Le Devoir en fin de semaine, le chef du Parti québécois parle de baisser le salaire des médecins. Votre chef a parlé de désincorporer le corps médical. C'est quand même très politique comme déclaration, là. Ça, c'est l'objectif de ça, évidemment, c'est d'aller chercher un certain support de la population. Donc, moi, je me questionne souvent à savoir, même les négociations salariales avec les médecins, à quel point c'est sur la place publique. Puis je me questionne également, puis je serais curieux de vous entendre, pourquoi le ministre de la Santé est-il impliqué dans les négociations des ententes collectives? En quoi la rémunération des médecins a-t-elle un lien direct avec la dispensation des soins? Je suis pas certain de ça, de cette espèce de relation-là. Tous les enjeux se mélangent un petit peu, là. Je sais pas. Non, moi, je le vois pas comme ça. Okay. C'est vraiment, tu sais, là, on a parlé des médecins, mais c'est la même chose avec les salaires des différents professionnels, on va dire de la fonction publique, là. C'est la même chose pour les éducatrices en CPE, pour tous les professionnels de la santé, pour les enseignants, enseignantes en milieu scolaire. Donc, il y a un déséquilibre, on va se l'avouer, dans les différentes formes de rémunération des gens qui travaillent dans le secteur public. Un certain déséquilibre, je pense que c'est correct, là. On n'est pas en train de dire que tout le monde devrait avoir un salaire unique, mais au sein même du réseau de la santé, avouons-le, moi-même, comme médecin spécialiste, je ne suis pas en reste, là. Il y a un déséquilibre important. Donc, l'idée, c'est de voir comment
rehausser certaines conditions salariales de personnes qui sont sous-payées en ce moment dans le réseau de la santé. Et veut pas, on peut pas toujours rehausser sans avoir à rechercher l'équilibre. Tu sais, c'est des dépenses et des revenus, donc il faut aussi s'assurer que du côté des revenus, on a certaines entrées qui permettent d'aller financer d'autres actions. Donc, c'est vraiment une notion de contrer un peu ce déséquilibre-là qui est allé à s'agrandissant dans les dernières années, vu une hausse quand même importante. Là, si je me fie à mon entrée comme spécialiste en 2010, puis là, jusqu'en 2022, c'est assez impressionnant, là, la hausse. Et pourtant, je suis juste spécialiste en santé publique. Quand je dis ça, entre guillemets, en voulant dire que c'est la spécialité la moins bien payée. Et pourtant, je suis vraiment pas à plaindre, là. Puis je veux dire, je suis de loin celle dans mon cercle d'amis qui ne sont pas des médecins, qui fait le plus et même 2-3 fois plus que mes autres amis qui gagnent le plus cher. Donc, c'est juste ça qu'on veut dire, que c'est pas de nuire aux médecins, mais ça fait partie de l'écosystème financier dans la colonne des revenus que de voir à peut-être rechercher un certain équilibre entre les professionnels. Comment sont perçus les médecins chez Québec solidaire, donc? C'est un peu vous arrivez, vous, donc, avec votre situation dans un mouvement politique qui est plus de gauche, là? Êtes-vous reçu avec méfiance ou est-ce qu'il y a des gens qui s'empêchent de faire des commentaires parce que vous êtes présente ou Oh non. Oh non. Ben, en fait, je vous dirais qu'on a une équipe santé. On a au moins une infirmière, on a deux travailleuses sociales, je crois, une paramédic. J'en oublie sûrement, mais bon, on est 3 médecins. Puis non, en fait, c'est juste qu'on essaie d'être cohérent avec ce qu'on prend, que tout le monde a sa valeur ajoutée. Donc, c'est pas, il y a pas de hiérarchie que si les 3 médecins, on a une idée, ben notre idée prévaut sur celle des autres professionnels, absolument pas. Donc ça, je pense que on s'enrichit mutuellement là, de chacun de nos expertises puis nos expériences sur le terrain. Mais en même temps, je vous dirais que au contraire, par exemple, moi, j'ai une expertise plus dans le domaine de la santé mentale à l'échelle des populations. Ben, jusqu'à présent, j'ai été consultée plusieurs fois, puis j'ai pu influencer positivement plusieurs mesures et prises de position là, par Québec solidaire. Donc, non, c'est ni négatif ni positif, c'est juste qu'on reconnaît nos expertises, puis on nous demande de les mettre à profit, autant pour les médecins que les autres professionnels de la santé. À l'inverse, chez vos collègues médecins, est-ce qu'il y en a certains qui ont vu votre choix ne serait-ce que votre choix de parti comme étant une mauvaise chose, qui ont critiqué votre choix ou quand votre parti prend position justement pour certaines mesures qui vont à l'encontre des privilèges des médecins spécialistes ou des médecins en général? Ben, s'ils le font, ils me le disent pas. Moi, je vous dirais qu'au contraire, c'est vraiment intéressant. J'ai plusieurs médecins de famille ou médecins spécialistes, plus de chirurgie, gastro-entérologie. J'en ai vraiment plusieurs, tu sais, qui au contraire m'ont dit, ou par personne interposée, est-ce qu'on peut se parler? Puis les gens, ce qu'ils voient surtout en nous, c'est pas tant l'histoire de la rémunération que ce qu'on peut vraiment apporter au niveau du réseau de la santé, là. Moi, de parler à des gens en chirurgie, ben, mettons des chirurgiens, qui me disent, regarde, le problème, il est pas à l'hôpital. Le problème, il est en soins de proximité, puis il est en manque de soins à domicile. On a besoin de vous pour rehausser ça, puis on va vous appuyer. Je pense que les gens sont rendus là parce que, tu sais, mettons, moi, je regarde combien j'ai pu payer d'impôts dans les dernières années. Je pense que c'est la même chose avec tous nos collègues. C'est quand même assez incroyable, là, la quantité qu'on peut payer, puis de se dire que malgré ça, on a de la misère à avoir accès aux soins nous-mêmes, que malgré ou nos enfants, notre famille, que malgré ça, on a de la misère, le réseau public d'éducation, bof, tu sais, des fois, c'est boiteux, c'est difficile d'accès, ou certains peuvent être tentés d'inscrire les enfants à l'école privée en se disant que peut-être que les services vont être de meilleure qualité. C'est ça qui est comme pas normal, je trouve. Tu sais, je veux dire, à la limite de payer un petit peu plus cher d'impôts, mais s'assurer qu'on va réellement avoir accès aux services publics comme il se doit, non seulement nous, mais aussi tout le monde qui ont peut-être eu moins de chance au niveau financier dans leur vie. Moi, en tout cas, ça me réconforte puis ça me donne le goût d'en payer un petit peu plus si je sais que ça va être donné là, à l'ensemble de la population à travers des meilleurs services publics. Quelle est la position de Québec solidaire sur les soins privés en santé? Là, durant la pandémie, notamment, on a vu sortir ou éclore plusieurs cliniques privées. Puis on dirait que, selon moi, ça va être un point tournant là, dans l'offre de soins privés en santé au Québec, cette pandémie-là, les cliniques privées, là,
ne serait-ce qu'à Québec, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui vont ouvrir prochainement, là, des blocs opératoires privés. Ça marche pas. Encore une fois, mes collègues en chirurgie qui me disent, ça marche pas du tout, parce qu'on est en train de faire, c'est de créer un monde à 2 vitesses, là. Les cliniques privées en chirurgie vont choisir leur cas, on s'entend, donc ils n'ont pas de responsabilité populationnelle, ils ont une responsabilité de par du profit. Donc, on va prendre les plus petits cas, les petits cas qui sont légers. Dès qu'il y a trop de comorbidité, on va les laisser au réseau public. Dès qu'il y a des risques de complications, on les laisse au réseau public. Et dès qu'il y a complications, on les ship au réseau public. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer pendant ce temps-là? Le réseau public, on dit que notre principal enjeu, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, à chaque fois qu'il y a un poste au privé, ce poste au privé-là, ils viennent le chercher dans le réseau public, là. Tu sais, on fait pas pousser les infirmières dans les arbres, là. Ils viennent du public, forcément. Donc, on perd des gens au détriment du privé. Puis, les valeureuses personnes qui restent au public se retrouvent à avoir juste des cas lourds, juste des cas ultra compliqués, ce qui vient vraiment alourdir le quotidien. Donc, on est en train de tomber dans un cercle vicieux qui, à mon avis, est malsain et fait juste augmente le risque d'empirer le départ de gens du public au privé parce que le quotidien est plus léger au privé, puis tous les cas sont plus légers. Donc, et ça, c'est sans compter la hausse de coûts, là. Comment voulons-nous contrôler le coût des soins en santé si on va dans une logique à but lucrative plutôt que dans une logique de service public comme ça a toujours été le cas pour le réseau de la santé. Mais pensez-vous que c'est un train qu'on va être capable d'arrêter ou... Ça dépend toujours de la volonté politique. C'est sûr que pour Québec solidaire, on veut mettre fin aux agences de placement privé. Évidemment, pas de façon drastique là, au 4 octobre, mais progressivement mettre fin aux agences de placement privé, tout ce qui est main-d'œuvre indépendante, d'aller diminuer de plus en plus le pourcentage et de rapatrier notre personnel dans le milieu public. Mais on veut pas non plus le faire pour que tout le monde soit en détresse. On veut vraiment améliorer les conditions de travail au milieu public. Il faut comme renverser un peu cette vapeur-là qui s'est installée insidieusement avant la pandémie. En fait, moi, je dirais que c'est surtout depuis la création des CIS et des CIUS. Puis là, la pandémie est venue donner un autre coup de barre. Il faut qu'on travaille avec la FIC, la PTS, les différents syndicats. Là, ils ont plein de projets de mettre des ratios humains et sécuritaires pour que quand tu rentres travailler, tu sais que tu vas avoir une équipe avec toi minimale pour être capable d'offrir des soins de qualité. T'as pas peur de te tromper d'un médicament ou de faire des erreurs parce que tu es surchargé, surmené, puis tu en as beaucoup trop de responsabilités pour le peu de ressources qu'on est. Puis surtout, tu sais que quand tu rentres, tu sais à quelle heure tu vas pouvoir sortir. Exactement. Donc, les gens me disent les vacances, écoute, je fais des demandes, sont refusées à tour de bras. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Puis c'est certainement pas en ouvrant plus de privés qu'on va aider ces conditions-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je suis un pessimiste, disons, sur la suite des choses. Là. J'ai l'impression que ça va continuer à se détériorer, là, puis selon moi, à moyen terme, on va avoir vraiment un réseau à 2 vitesses. Là. L'autre enjeu, c'est le départ des médecins aussi, là, donc, les médecins qui se désaffilient de la RAMQ. Là. À Québec, il y a un enjeu avec la plastie. Dans le moment, la prochaine spécialité, selon moi, là, sans vouloir être prophète de malheur, c'est l'orthopédie. Là. Il y a énormément de potentiel, entre guillemets, peut-être malheureusement, là, en privé pour tout ce qui est reconstruction prosthétique, des chirurgies qui avant nécessitaient une hospitalisation sont maintenant faites en chirurgie d'un jour. Ça vient complètement changer la donne pour les cliniques privées. Ah, tout à fait, c'est un réel enjeu, mais c'est sûr que de toujours autoriser plus de privés, on va pas dans la bonne direction. Avant de passer à la conclusion, pour vous, une spécialiste en santé publique, c'est quoi la santé pour vous? Ça aurait dû être la première question, peut-être. Ben oui, écoute, mieux vaut tard que jamais. Non, mais je suis d'accord avec vous que de bien se positionner sur ce que c'est la santé. Bien évidemment, santé n'égale pas maladie. On le dit, tu sais, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé qui l'a dit en 1946. Ça fait 75 ans, là. Je pense que ça serait le fun qu'on l'intègre pour vrai. Mais bref, la santé, c'est cet état de bien-être-là, autant sur le plan physique, sur le plan psychologique que sur le plan social. Donc, il y a cette notion-là un peu de vision un peu plus large, holistique. Puis, c'est de s'assurer que tout le monde a un peu
tout ce qu'il lui faut dans la vie pour atteindre s'épanouir à son plein potentiel. Donc, tu sais, quand on part de cette vision-là, on se dit oui, le système de santé joue un rôle indéniable. Là, je suis la première convaincue de ça, mais ça peut pas s'arrêter à ça. On parlait de prévention. Prévention, oui, au niveau clinique, par des conseils, de la cessation tabagique et tout ça, mais ça va bien au-delà de ça. C'est dans le quotidien des gens de venir agir sur les conditions de vie, l'accès à un logement qui est salubre, qui est assez grand, d'enlever cette source de stress financier qui est lié à la hausse du coût de la vie pour les gens défavorisés, c'est de favoriser l'éducation le plus longtemps possible pour aller chercher une bonne littératie en santé. Je pourrais faire une liste excessivement longue, mais tout ça joue un rôle vraiment important et c'est sans compter tout ce qui est d'enjeux environnement physique, là, comme je parlais de nickel tantôt, de la fonderie Horn, l'arsenic, on a quand même aussi un rôle à jouer pour s'assurer que l'air qu'on respire, entre autres, ne nous rend pas malade. Tout à fait. Tout à fait. Docteur Généreux, il y a souvent à la fin de mes entrevues une petite portion peut-être un peu plus détente, là, 2 petites questions, là. Baguette magique, donc dans ce premier temps, moi je vous donne une baguette magique et je vous laisserai changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, en septembre 2022. Qu'on donne plus de pouvoir au personnel, de plus d'autonomie, tu sais, qu'on puisse vraiment partir de la base puis entendre ce qu'ils vivent puis qu'ils fassent partie des solutions. Moi, je suis convaincue que si on fait pas ça, on sera pas capable de guérir notre système de santé. C'est bien. Je reprends la baguette magique, donc, et là, je vous laisserai rencontrer la personne de votre choix dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café ou faire du porte-à-porte. Mon Dieu, je suis pas vraiment bonne dans ces questions-là. C'est vraiment sincèrement le genre de questions que je me suis jamais posées. J'aimerais peut-être, être encore vivante là, mais au niveau de la Nouvelle-Zélande, je pense, est-ce qu'on dit première ministre ou présidente? Première ministre. La première ministre de Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé que comme modèle de femme inspirante, tu sais, qui avait du courage de nommer les choses, de prendre des décisions vraiment au profit du bien-être de sa population, c'est venu me chercher, même malgré le tourbillon de la pandémie, là, j'ai quand même noté des éléments intéressants de son côté, donc oui, j'aimerais bien la rencontrer. Excellent choix. Une dernière pensée peut-être avant de nous quitter ou de retourner à vos activités électorales? Peut-être juste de dire que, tu sais, la politique et la santé, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais c'est lié, très fortement lié. Puis moi, je me rends compte à tous les jours que c'est lié encore plus que ce que j'aurais pu imaginer. Puis je nous encourage, comme médecins ou professionnels de la santé, de s'en rendre compte parce qu'on a tous un rôle politique à jouer. C'est pas juste en devenant candidat ou député pour un parti politique, mais on a un rôle de bien se positionner, de nommer les choses. Je reviens un peu à cette notion-là on a un pouvoir, on a une notoriété, une crédibilité et je nous encourage à l'utiliser. Moi, j'ai jamais perdu ma job parce que j'ai pris la peine de prendre des positions et de nommer les choses. Donc, il y a une pénurie, profitons-en. On va garder nos postes quand même. Donc, jouons notre rôle. Je pense que c'est important là, pour le bien-être de la population. Donc, s'impliquer au niveau politique, si c'est nécessaire, au niveau... Excellente conclusion. Alors, écoutez, je vais vous libérer, Docteur Généreux. Ça a été très agréable. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Puis, en espérant vous voir donc à l'Assemblée nationale au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est un bel échange. Bonne chance. À bientôt.